Bonjour tout le monde, bon après-midi. Donc, ça me fait vraiment plaisir là, d'être parmi vous pour parler un petit peu de bronchiectasie. Je m'appelle docteur Christelle Bergeron, je suis pneumologue au CIUS de l'Estrie-CHU, donc à Sherbrooke. Je suis également là, professeure adjointe à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. J'ai aussi une sur-spécialité en fait en fibrose kystique et en bronchiectasie non fibrokystique, là, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi là, pour parler de cette maladie. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit là, en cours de route ou s'il y a des soucis techniques, là, juste nous aviser là, pour qu'on réajuste le tir. Je ne sais pas si vous aviez reçu les objectifs de la présentation, mais en fait, c'est assez simple, là. En fait, je voulais qu'on revoie un petit peu quand est-ce qu'on devrait suspecter un diagnostic de bronchiectasie, puis aussi comment nous, on fait pour le confirmer, là, en tant que médecin, que pneumologue. On va parler un petit peu de la physiopathologie. Le but, c'est pas de faire de vous des biologistes là, ou des médecins. J'ai essayé de rendre ça simple, là, mais que vous compreniez quand même un petit peu pourquoi ça survient, là, des bronchiectasies. On va aussi parler des différentes causes, parce qu'on va le voir, là, c'est une maladie très, très hétérogène, là, d'où mon titre, là, maladie aux multiples facettes. Il y a plusieurs causes aux bronchiectasies, puis dépendamment de cette cause-là, ben, le traitement ne sera pas le même, puis les atteintes ne seront pas les mêmes non plus. Fait qu'on va pas parler de toutes les causes en détail, mais on va quand même aborder certaines d'entre elles ensemble. Puis je voulais quand même prendre aussi un petit moment pour parler du traitement. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questionnements par rapport à ça. Fait que ça va être encore là, tu sais, les grandes lignes, là, mais au besoin, on pourra revenir sur quelques points plus particuliers dans la période de questions. Fait qu'en premier temps, bon, si on commence avec le diagnostic de bronchiectasie, je voulais commencer par une petite mise en contexte, puis en fait, définir qu'est-ce que c'est les bronchiectasies. Fait qu'en fait, si on regarde l'étymologie, c'est un mot qui provient du grec ancien, de la combinaison de bronchos, qui veut dire tube ou gosier, et ectasis, qui veut dire extension, dilatation. Donc, le nom le dit. Là, finalement, c'est quoi des bronchiectasies? Ben, c'est une dilatation de l'arbre bronchique, donc de certaines voies respiratoires. Ça peut être localisé comme ça peut être plus diffus. Et malheureusement, c'est une dilatation qui est irréversible. En général, on va réserver ce terme-là à l'atteinte des bronches là, qui sont quand même de calibre assez gros, de calibre moyen. Donc, des bronches là, qui vont contenir encore du cartilage. À l'inverse, on a des toutes petites voies respiratoires là, qu'on appelle des bronchioles, là, dans lesquelles il n'y a plus de cartilage. À ce moment-là, on va parler plus de bronchiolectasie. Est-ce que c'est une maladie fréquente? Ben, en fait, probablement que les chiffres sont un petit peu sous-estimés, puis on a des données là, de différentes études, puis de différents registres. J'en ai ressorti quelques données ici, là. Donc, au Royaume-Uni, on parle d'environ 566 femmes pour 100 000, puis un petit peu moins d'hommes, donc 486 pour 100 000. Si on regarde aux États-Unis, ça représente à peu près 500 000 personnes là, qui seraient atteintes. Puis quand même, ça a des impacts là, en termes d'hospitalisation. On voit qu'il peut y avoir jusqu'à 16,5 par 100 000 là, hospitalisations. Comme vous le voyez avec les chiffres là, détaillés ici, il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes qui sont atteintes. Puis, ça touche surtout là, les gens qui sont âgés de plus de 60 ans. Si on compare, par exemple, avec la maladie pulmonaire obstructive chronique, là, la MPOC, MPOC ou bronchite chronique, là, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est sûr que c'est beaucoup moins fréquent. Là. Dans les dernières données de l'Institut national de santé publique du Québec, là, chez les 75 ans et plus, là, on parlait jusqu'à 23 là, de gens qui seraient atteints de MPOC. Euh, donc, comme je le disais, tu sais, je pense que on sous-estime ou on sous-diagnostique là, les bronchiectasies, mais c'est ce qu'on a là, comme chiffre là, dans nos registres. Il y a aussi plusieurs autres maladies pulmonaires qui peuvent être associées aux bronchiectasies, là. Donc, des fois, il y a ce qu'on appelle des chevauchements entre plusieurs maladies, puis ça aussi, ça peut rendre le diagnostic un petit peu plus difficile, là. On va y revenir plus tard, là, mais entre autres, là, il y a des gens qui peuvent avoir de l'asthme et ou de la MPOC, puis aussi des bronchiectasies.
j'ai écrit, dans le fond, que ça pouvait aussi être idiopathique. Fait qu'idiopathique, c'est un grand mot, mais ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on ne trouve pas la cause. C'est quand même 34 des cas de bronchiectasie là, pour, lesquels on ne trouve pas de cause claire. Ça varie un petit peu là, dans la littérature, là, mais, en général, c'est ce qu'on voit là, entre 30 et 40 des cas où on ne trouve pas, de cause claire. Donc, chez qui on devrait suspecter cette maladie-là? En fait, c'est chez tout patient qui a une toux chronique. En particulier, si c'est une toux grasse, puis qu'il y a beaucoup d'encombrement, qu'il y a des sécrétions. Hem, on peut le suspecter davantage chez des gens là, qui ont vraiment souvenir d'avoir eu une infection respiratoire significative. Fait que j'en ai énuméré quelques-unes, mais ça ne se limite pas à cette liste-là. Mais les classiques, là, il y a la rougeole, la coqueluche, l'influenza. On pourrait ajouter la COVID aussi là, depuis les dernières années. Mais toute pneumonie bactérienne là, assez sévère ou pour laquelle le traitement a tardé à être débuté, ça pourrait laisser là, des bronchiectasies. Puis ça nous touche un petit peu moins là, au Québec là, mais la tuberculose aussi là, c'est un grand classique là, en termes d'infections respiratoires, dans le passé là, qui auraient laissé là, des bronchiectasies. Fait que des gens qui ont eu des contacts avec, des personnes qui ont eu la tuberculose ou qui ont voyagé dans des régions où c'est beaucoup plus présent là, il faut y penser. Fait que comme vous pouvez voir, tu sais, c'est des symptômes quand même, peu spécifiques là, puis qu'on peut retrouver là, dans plusieurs autres maladies pulmonaires. Fait qu'il faut quand même être à l'affût. C'est parfois difficile de faire la distinction. Donc justement, étant donné que c'est des symptômes qui sont peu spécifiques puis qu'on peut voir dans d'autres maladies, bien parfois c'est difficile de distinguer les bronchiectasies, de la bronchite chronique là ou de la fameuse, MPOC. C'est pas rare, moi, que je vais voir des patients qui arrivent dans mon bureau puis qui ont été étiquetés avec une maladie pulmonaire obstructive chronique, qui est une maladie, surtout associée au tabac, mais que mes patients n'ont jamais fumé. Fait que c'est sûr que moi, ça me met la puce à l'oreille puis à ce moment-là, tu sais, je cherche davantage. Mais tu sais, encore là, j'ai remis là, c'est quoi les symptômes les plus fréquents, puis c'est tous des symptômes qu'on peut voir avec d'autres maladies pulmonaires, là. Donc la toux avec des expectorations, souvent colorées, là, fait que jaune, verte. Les gens peuvent avoir aussi parfois des crachats de sang, peuvent avoir tendance à faire des infections pulmonaires à répétition, là, fait que ça, c'est vraiment les symptômes classiques, là, de bronchiectasie. Puis dans les autres symptômes qui peuvent être associés, bien, parfois de la fièvre, en période de surinfection, mais aussi, plus chroniquement, il peut y avoir de la fièvre de bas grade, il peut y avoir, des sensations d'essoufflement, puis il peut y avoir aussi une atteinte de l'état général avec de la fatigue, perte d'énergie, perte de poids aussi. Puis nous, quand on fait des tests de fonction respiratoire, peut-être que certains parmi vous ont déjà fait ce qu'on appelle une spirométrie, donc souffler dans des appareils là, pour voir la fonction de vos poumons. Bien, ce qu'on va voir généralement, c'est qu'il y a de l'obstruction. C'est-à-dire que quand vous essayez de vider rapidement les poumons, ben, il y a comme moins d'élasticité, puis on voit que les poumons se vident beaucoup moins rapidement, moins facilement là, que quelqu'un qui n'aurait pas, de maladie pulmonaire. Fait que comment on pose ça, un diagnostic, de bronchiectasie? Ben, on se fie aux symptômes que je viens de discuter, mais c'est vraiment un diagnostic qui se fait avec l'imagerie. Fait que ça nous prend des images des poumons pour confirmer le diagnostic. Fait que c'est sûr que chez tout patient, qu'on investigue pour cette maladie-là, on va d'abord faire une radiographie pulmonaire. Fait que ça, c'est juste le petit cliché là, de face et de côté. Par contre, cet examen-là, peut être normal, OK? Donc si on a vraiment un doute, sur un diagnostic de bronchiectasie, il faut vraiment demander ce qu'on appelle la tomodensitométrie thoracique. Ça, c'est le scan. Fait que c'est l'examen où on est couché dans un tube, où vraiment on va pouvoir, détailler davantage, là, les poumons en faisant plusieurs coupes. Puis c'est vraiment l'examen de choix qui est recommandé, là, dans nos lignes directrices, là, pour faire le diagnostic de bronchiectasie. Idéalement, on va faire, cette imagerie-là quand, la personne elle est stable, c'est-à-dire en dehors d'une période de surinfection. C'est sûr que si la personne a une grosse pneumonie, c'est pas le meilleur moment pour faire l'examen parce qu'on pourrait, masquer certaines choses. Puis dans le fond, c'est mieux d'avoir un examen là vraiment, quand on est stable pour après ça pouvoir comparer si jamais il y avait une détérioration de la maladie là dans le futur.
Fait qu'il y a plusieurs signes qu'on va rechercher sur la tomodensitométrie thoracique, puis je vais vous montrer plusieurs images dans les diapositives qui suivent. Mais ce qu'on va rechercher donc, je reviens à la définition de bronchiectasie, c'est vraiment des dilatations des bronches. Fait que dans le fond, on va regarder est-ce que les bronches ils ont un calibre, un diamètre qui est normal ou sont plus grosses, plus dilatées que ce à quoi on s'attend. On va regarder aussi la paroi des bronches, tu sais, les contours, de quoi ça a l'air. Est-ce que c'est épaissi? Est-ce que c'est irrégulier? Puis il y a d'autres, signes là, dont je vais vous parler vraiment là, dans les prochaines diapositives. Puis comme j'ai déjà mentionné, là, la radiographie pulmonaire, elle peut être anormale. On parle de jusqu'à 80-90 des cas où ça va être anormal, mais c'est pas suffisant là, pour poser, le diagnostic. Donc, je vous présente quelques signes, radiologiques, qui sont intéressants, mais on aime bien, les images là, en médecine, puis les, les analogies. Fait que le premier signe, qu'on peut rechercher, c'est ce qu'on appelle, en anglais le tram tracks. Donc, dans le fond, c'est, des rails, de tramway là, ou de chemin de fer. Donc, je vais essayer de voir, je sais pas si vous voyez le petit laser là? Sur la présentation. Donc, dans le fond, ce qu'on regarde, là, c'est vraiment où il y a les flèches blanches, là, on nous montre, là, la paroi de la bronche. Fait que c'est discret, là, mais on voit vraiment, là, que ça fait un petit peu comme, des rails, là, de tramway comme je vous ai mis à côté. En temps normal, là, tu sais, on devrait pas voir, aussi bien, là, la paroi de la bronche, ça devrait pas être aussi bien défini. Fait que ça nous laisse penser qu'il y a possiblement des bronchiectasies sur cette radiographie-là. Un autre signe, qu'on peut rechercher, c'est ce qu'on appelle le ring shadow. Donc, c'est comme l'ombrage d'une bague, là, comme je vous ai mis là, sur la petite photographie. Ce qu'on va voir dans le fond, c'est encore une fois des bronches qui sont dilatées puis dont la paroi va être plus épaisse, mais vraiment comme si, la bronche est coupée là, dans le sens, transverse, là. Fait que, il faut penser que la bronche, c'est une structure qui est en forme de cylindre, là. Fait que c'est comme si on coupe le cylindre en plein milieu, ben, on va voir un cercle. Fait que c'est ces petits cercles-là ici, là, que vous voyez, là. Il y en a d'autres ici. Ensuite de ça, quand on fait l'examen, de, tomodensitométrie thoracique, ben, c'est là que ça se précise. Fait qu'il y a un signe qui est très important, là, puis qui nous aide vraiment à poser le diagnostic, c'est vraiment le ratio entre la bronche et l'artère. Parce que dans le fond, nos bronches, l'arbre bronchique, ça va suivre les vaisseaux, hein. C'est comme ça qu'on va oxygéner l'air, là, qui va par la suite, oxygéner le sang, pardon, qui par la suite va être, acheminé là, vers, nos organes. Puis dans le fond, ben, les bronches devraient toujours être de plus petit calibre, donc plus petites que les vaisseaux, qui sont juste à côté. Fait que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, la petite image, mais dans le fond, ce qu'on va comparer, c'est, le diamètre intérieur de la voie respiratoire par rapport au diamètre total de l'artère qui est juste à côté. Et puis ça devrait être, inférieur à 1. Donc ce que ça veut dire, c'est que la bronche devrait toujours être plus petite là, que l'artère qui l'accompagne. Fait que quand ça dépasse 1, comme ici, là, ce que vous voyez, ou encore plus ici, un ratio à 1,5, ben là, franchement, tu sais, ça, c'est anormal, puis c'est là qu'on parle de bronchiectasie. Je vous ai mis un peu le corollaire là, sur la vraie coupe de scan. Fait qu'une image de scan, ça ressemble à ça ici. Fait que ce qui est noir, c'est le poumon. C'est normal que ça soit noir. C'est surtout de l'air à l'intérieur. Puis nous, sur les images, là, ça sort de cette couleur-là. Les petites traînées blanches, c'est des vaisseaux. Puis on voit, exemple ici, là, une bronche qui est très, très bien définie, puis qui est élargie, puis le petit point blanc à côté, c'est le vaisseau. On voit qu'il est franchement plus petit. Même chose ici. Puis ça, on appelle ça le signe de la bague en chaton, là. Puis j'ai mis une petite bague à côté là, pour que vous voyez le corollaire. Ensuite de ça, ce qu'on peut voir aussi sur les images, c'est, la il y a pas d'amenuisement, c'est-à-dire que les branches vont rester grosses alors que normalement, c'est comme des branches d'arbres, donc il y a plusieurs ramifications, puis plus on s'en va là vers, la périphérie, le contour du poumon, tu sais, plus les branches vont rapetisser. Ben là, dans le fond, les branches rapetissent pas. Fait que ce qu'on regarde, c'est suite à un embranchement, ben est-ce que, oh pardon, est-ce que, le calibre de la bronche va diminuer ou pas? Puis quand ça ne diminue pas, ben ça, c'est un autre critère là, pour diagnostiquer là, les bronchiectasies. C'est beaucoup plus subtil, là, ça souvent, c'est vraiment les radiologues là, qui vont être capables de remarquer là, ces signes-là ou des pneumologues qui sont très habitués de regarder des images de scan, là.
Finalement, je vais vous montrer, tu sais, quelques images avec des atteintes beaucoup plus sévères. Fait que ça, c'est, l'aspect qu'on appelle en collier de perles. Fait que c'est assez classique, là, mais pour vraiment des bronchiectasies qui vont être plus étendues, plus sévères. On appelle ça des bronchiectasies variqueuses, là. Puis c'est ça, ça a l'air de plein de petites boules, là, donc c'est pour ça qu'on parle de collier de perles. Puis si on va vers une atteinte encore plus sévère, par exemple chez des patients qui ont la fibrose kystique ou qui ont des maladies ciliaires, ben là, on va parler d'aspect en grappe de raisin, là. Fait que tous les trous là, que vous voyez là, en fait, c'est des bronches là, qui sont déformées et dilatées dans lesquelles il y a des sécrétions là, qui s'accumulent. On va parler un petit peu de qu'est-ce qui amène finalement là, les bronchiectasies, donc tous les dommages que je viens de vous montrer là, sur les imageries. Fait que c'est des figures, un petit peu complexes là, mais vous avez pas besoin de comprendre tout le détail. Hem, Grosso modo, tu sais, ce qui va se passer, c'est que généralement, il va y avoir, un déclencheur, fait qu'une insulte là, qui va atteindre, les voies respiratoires. Le plus souvent, ça va être une infection, même si c'est pas une infection aussi sévère, hem, comme mentionné en début de présentation, tu sais, il peut y avoir un virus qui va venir un peu débalancer là, l'équilibre là, au niveau, des voies respiratoires. Puis, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va entraîner un dysfonctionnement là, au niveau des cellules qui tapissent nos voies respiratoires. Puis suite à ça, ben, dans le fond, ça va entraîner là, toute une cascade d'inflammation. Fait qu'il va y avoir plein de cellules qui vont être appelées par différentes voies de signalisation, là, une sorte de petites molécules là, dans notre corps qui vont déclencher là, l'inflammation pour essayer de combattre là, cette insulte-là, là, la chose qui a attaqué là, nos poumons. Puis là, ben, il va y avoir certains globules blancs qui sont les petits soldats qui nous aident à combattre l'infection, tu sais, qui vont arriver. Il va y avoir d'autres types de globules blancs qu'on appelle des lymphocytes aussi qui vont arriver. Et puis tout ça, ben, ça va faire en sorte là, que, il va y avoir beaucoup plus de sécrétion de mucus qui va s'accumuler là, au niveau des voies respiratoires. Puis éventuellement, ça peut même atteindre le fonctionnement des petits cils, qui tapissent là, nos voies respiratoires. Fait que les gens, des fois, le savent pas, mais il y a des petits cils qui, tapissent là, toutes les cellules là, au niveau des voies respiratoires. Puis ces cils-là, ben, quand ils fonctionnent normalement, ils servent à ramener là, les sécrétions là, vers la gorge, puis on les ravale sans trop s'en rendre compte. Fait que tout le monde a ce mécanisme-là. C'est un mécanisme de défense, parce que veut pas, tu sais, quand on respire l'air, ben, il y a toutes sortes d'allergènes puis de particules là, dans l'air là, qu'on doit filtrer. Fait qu'éventuellement, là, avec toute cette cascade inflammatoire-là, ben, les petits cils, ils fonctionnent moins bien, puis ils peuvent même être pris là, dans le mucus. Puis ça, ben, ça déclenche un cercle vicieux. Fait que si vous allez lire sur les bronchiectasies, vous allez entendre souvent ça, là, le vortex ou le cercle vicieux là, des bronchiectasies. Dans le fond, c'est que on est pris dans cette boucle-là là, où il y a eu une infection, il y a eu un dérèglement avec beaucoup, beaucoup d'inflammation, plus de sécrétion, les cils qui fonctionnent moins bien, fait qu'encore plus d'accumulation de sécrétion. Puis malheureusement, en ayant de l'accumulation de sécrétions, puis de cellules inflammatoires, ben, ça prédispose à refaire des infections. Fait que c'est pour ça qu'on parle de cercle vicieux, là, on s'en sort pas. Hem, Fait que je pense que si vous savez ça, c'est déjà excellent, mais ça aide un petit peu à comprendre, là, d'où vient cette maladie. Ici, c'était un beau schéma, là, tiré d'un article, là, je ne sais pas si ça sort assez gros, là, sur vos écrans, mais dans le fond, vous voyez un poumon normal, là. J'essaie de remettre le petit pointeur. Fait qu'ici, vous avez un poumon, normal de ce côté-là avec, les bronches, là, en rose, là, bien ouvertes, les vaisseaux qui sont en mauve, là, au pourtour. Puis chez quelqu'un qui a des, bronchiectasies, là, ben, on voit, là, en jaune, dans le fond, c'est l'accumulation, là, de mucus, là, de sécrétion dont je vous parlais. On voit que ça commence à se déformer, à dilater, les vaisseaux pourtour qui sont comme repoussés, mais qui peuvent aussi, éventuellement devenir dilatés. Puis on voit des petits trous, là, des bronches, là, qu'on ne voyait pas de l'autre côté, là, mais qui commencent à s'étendre, là, dans le bas du poumon. Puis un petit peu la même chose ici, c'est grossi là, quand on va plus là, vraiment à l'intérieur là, de notre voie respiratoire. Là. Encore là, en jaune, là, c'est l'accumulation là, de mucus. Puis on voit l'inflammation, puis toutes les cellules dont je vous ai parlé là, qui viennent contribuer là, au tableau.
Hem, je pense que je vais m'arrêter là, pour ce qui est de la physiopathologie. Ensuite de ça, bon, mais qu'est-ce qui cause les bronchiectasies? Hem, je vais vous parler quand même de certaines causes, mais sans rentrer dans le détail de chaque maladie parce que, tu sais, ça serait beaucoup trop long, là, puis c'est pas le but de la présentation. Mais juste, garder en tête que c'est important quand même, quand on diagnostique, la bronchiectasie de s'assurer qu'il y a pas une cause sous-jacente traitable, là. Il y a des maladies génétiques, là, entre autres, qui peuvent causer des bronchiectasies. C'est sûr que généralement, tu sais, ça va être, des gens qui vont avoir des symptômes dès la naissance, là, ou, en jeune âge, mais pas toujours, là. Je mets un petit bémol là-dessus, là, on peut faire des diagnostics, là, plus tardifs de fibrose kystique, entre autres, là. Fait que la fibrose kystique, ça fait partie de ces maladies-là. La dyskinésie ciliaire primitive aussi. Donc justement, cette maladie-là, c'est les petits cils dont je vous ai parlé, là, qui ne fonctionnent pas à cause du mucus, là, vraiment juste à la naissance, les cils, ne bougent pas, là, ils sont immobiles. On appelle ça aussi le syndrome des cils immobiles. Puis c'est sûr que ces maladies-là, ben, ça va généralement causer des atteintes assez sévères, là, avec, comme je le disais, là, dès la petite enfance, l'adolescence, là, des infections à répétition puis des dommages, là, irréversibles au niveau des poumons. Sinon, il y a d'autres syndromes plus rares, là, que j'ai énumérés ici, mais que, je pense que ça dépasse le cadre de la présentation. Sinon, plusieurs maladies, là, du système immunitaire, fait qu'il y a le VIH, mais il y a des gens aussi qui peuvent avoir des déficits immunitaires, là, autres, là. Hem, fait que, c'est des choses à rechercher, puis avec lesquelles on peut aider, pour la prise en charge de la maladie ensuite. Plusieurs maladies inflammatoires, fait que l'arthrite rhumatoïde, là, c'est quand même, classique, là, ça peut être associé, là, au développement de bronchiectasie. Les maladies inflammatoires de l'intestin aussi, surtout la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn aussi, mais c'est plus vu avec la colite ulcéreuse. Puis il y a d'autres maladies qu'on appelle des collagénoses, là, fait que ça, c'est aussi des maladies, auto-immunes, là, qui vont entraîner toutes sortes d'atteintes. Fait qu'en général, tu sais, les gens, ils vont avoir d'autres symptômes. Ils vont avoir des douleurs articulaires, des atteintes sur la peau, des ulcères dans la bouche, de la maladie de Raynaud, ce genre de choses là, qui va nous orienter vers un de ces diagnostics-là. Sinon, j'en ai parlé, déjà un petit peu, mais toute infection finalement peut, laisser des séquelles là, puis, on peut, voir apparaître des bronchiectasies là, par la suite. Puis dans les autres, atteintes possibles, là, il y a, la bronchite chronique là, ou MPOC, l'asthme. Il y a aussi la rhinosinusiite, fait que des gens qui ont, vraiment de la congestion nasale avec de l'écoulement là, dans l'arrière-gorge peut aller contaminer les poumons là, c'est associé aussi aux bronchiectasies. Des gens qui ont beaucoup de reflux aussi. Puis, à l'occasion, on va avoir des atteintes vraiment plus localisées, c'est-à-dire il y a juste un segment de poumon là, qui est atteint. Fait qu'à ce moment-là, il ne faut pas oublier que quelqu'un qui se serait étouffé, par exemple, avec, de la nourriture ou un objet, là, ben, ça peut aller bloquer, une bronche et puis, entraîner là, des bronchiectasies derrière, ce blocage-là. Fait que dans le même ordre d'idée de quelqu'un qui aurait un petit cancer qui débute à l'intérieur d'une bronche, ça pourrait aussi faire, des bronchiectasies. Ou des gens qui ont eu de la radiothérapie aussi. Mais à ce moment-là, ça va vraiment être des atteintes là, très, 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 localisées là, sur les images. Puis comme je le disais tantôt, ben, il y a 30 à 40 des cas, pour lesquels on ne trouve pas la cause. Fait qu'on se dit, ben, soit c'est une infection qui est arrivée dans le passé, mais que la personne ne s'en souvient pas ou que ça a pas été si sévère que ça sur le coup, mais ça a quand même laissé des séquelles. Ou c'est ça, il y a vraiment pas de cause, puis c'est juste qu'on n'est pas encore assez bon, pour déterminer ce qui se passe, là, tu sais. On en apprend toujours, à tous les jours en médecine, là, fait que ça se peut qu'il y ait des gens de cette catégorie-là, finalement, que c'est parce que le bilan n'a pas été assez complet ou peut-être qu'il y a des mutations aussi pour certaines maladies génétiques qu'on ne connaît pas encore, donc qu'on n'a pas identifiées. Fait que, c'est quand même, une bonne proportion de nos patients, là. Fait que, dans le fond, pour rechercher ces causes-là, c'est sûr qu'on va faire un bilan, là, initialement au diagnostic. Fait que s'il y a pas encore eu de scan, là, d'autodensitométrie thoracique de fait, ben, il faut le faire.
Puis ensuite de ça, pour rechercher toutes les maladies là, dont je viens de vous parler, mais généralement, c'est surtout avec des prises de sang. Fait que, tu sais, c'est pas trop demandant là, pour nos patients. Là, on prescrit une série de prises de sang. Là, on va regarder, entre autres, les anticorps. On peut s'assurer qu'il n'y a pas de VIH. On peut demander certains marqueurs inflammatoires pour les maladies inflammatoires. On va regarder la fonction des reins, du foie et tout ça. Idéalement aussi, on essaie d'avoir une culture, de crachat. Fait que c'est pas tous, les patients qui ont des bronchiectasies qui sont capables d'expectorer, mais si on est capable de le faire, c'est mieux d'avoir un échantillon. Pourquoi? Ben, c'est que c'est très utile pour nous de savoir quelles bactéries sont dans les poumons, s'il y en a, parce que dans le fond, les, recommandations pour les traitements peuvent changer un petit peu, puis la réponse aux antibiotiques aussi, quand on a besoin d'antibiotiques, va changer un petit peu. Puis on veut rechercher aussi, être sûr qu'il n'y a pas de champignons, ou d'autres bactéries là, qu'on appelle des, mycobactéries là, qui vont avoir un impact là, sur notre prise en charge par après. Ensuite de ça, ben, on fait, un test de fonction respiratoire. Fait que ça, c'est la fameuse, spirométrie, là. J'ai pas pensé vous mettre d'image, mais dans le fond, c'est le test que vous faites au laboratoire de fonction respiratoire avec le pince-nez qu'on vous fait souffler là, très fort, vider complètement les poumons. C'est un outil, qui est très utile. En fait, là, ça nous aide à voir un peu la répercussion, tu sais, des bronchiectasies sur, sur la fonction respiratoire, sur l'essoufflement. Puis ça nous donne aussi, des valeurs de référence en cas qu'il y aurait une détérioration de la maladie, là, dans les mois, les années qui suivent ou, par exemple, si on pense à une surinfection. Puis après ça, ben, c'est plus au cas par cas. Fait que pour la recherche, là, de maladies génétiques, on peut demander d'autres tests, là, comme un test à la sueur, des prises de sang un petit peu plus précises, un avis en médecine génétique, mais tu sais, tout ça, c'est vraiment des cas, particuliers, là. Puis généralement, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous mette la puce à l'oreille, là, qu'on se dit: «Ah ouais, je m'arrêterai pas là», tu sais, je pense que peut-être une autre maladie, génétique, là, par exemple, là, qu'il faut absolument exclure, là. Fait que ça ressemble à ça pour, le bilan. Je voulais parler quand même un petit peu de traitement. Fait qu'encore là, tu sais, je vais pas nécessairement rentrer dans, tous les, infimes détails, mais ça me fera plaisir de répondre aux questions par la suite. Fait que c'est sûr que, si on trouve une cause aux bronchiectasies, ben, on va vouloir traiter la cause, OK? Pourquoi? Ben, c'est interrelié. Fait qu'exemple, quelqu'un qui aurait une polyarthrite rhumatoïde, ben, l'atteinte pulmonaire va vraiment être corrélé puis associé, tu sais, aux autres atteintes de l'arthrite. Fait que c'est sûr que s'il y a un patient qui a encore énormément de douleurs articulaires, qui est très inflammatoire, ben, il y a des bonnes chances qu'au niveau de ses poumons, ça aille pas si bien non plus. Fait qu'on dit toujours de traiter la cause, donc il va falloir parler avec, son rhumatologue, tu sais, son médecin spécialiste pour, le traitement de l'arthrite. Puis, en contrôlant mieux l'arthrite, ben, on pense qu'on va contrôler mieux aussi les bronchiectasies. Fait que ça, c'est un exemple, mais ça serait la même chose pour, une maladie de Crohn, par exemple, puis pour certaines maladies génétiques comme la fibrose cystique, ben, maintenant, on a des traitements, vraiment là qui vont essayer de corriger le défaut à la base de la maladie, là. Fait que c'est vraiment important de d'abord, traiter la cause sous-jacente. Ensuite de ça, si on n'en a pas de cause ou que ben, notre maladie sous-jacente, elle est le contrôler le mieux qu'on peut. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a beaucoup de, prévention, en fait, à faire, là. Ça a l'air un peu plate à dire, mais c'est vraiment, une des pierres angulaires, du traitement. Fait que c'est sûr que, tu sais, le danger avec les bronchiectasies, c'est de faire des infections à répétition. Fait que comment on fait pour prévenir ça? Ben, c'est le lavage des mains. Fait que, on se lave les mains, de façon rigoureuse. On essaie de pas se toucher le visage, avant de s'être lavé les mains. Hem, Moi, je suggère généralement aussi aux gens de porter le masque, là, s'ils vont dans des endroits où, c'est très bondé, c'est fermé et où il y a des gens qui ont des symptômes, là, respiratoires. Puis la vaccination aussi, là, c'est dans les lignes directrices, puis c'est recommandé. Donc la vaccination contre, le pneumocoque. Ça va protéger contre, des bactéries, hem, qu'on appelle pneumocoques, mais pas contre toutes les sortes de pneumonies, mais ça va protéger quand même contre les pneumonies les plus sévères. Puis on recommande aussi là, le vaccin contre, l'influenza.
On a ajouté à ça aussi le vaccin contre la COVID, là, il y a un peu de cas par cas, là. Ensuite de ça, autre pierre angulaire, au niveau des traitements, c'est vraiment les techniques de dégagement, OK? Donc ce qu'on appelle la physiothérapie respiratoire ou l'hygiène bronchique, là, ça veut tout dire un peu la même chose. Fait que il y a plusieurs techniques. J'aurais pas le temps de toutes les détailler avec vous aujourd'hui, puis de toute façon, je suis pas physiothérapeute, là. Mais dans le fond, j'ai énuméré les principales ici, puis je vais vous montrer des images, là, de quelques-unes d'entre elles. Fait que c'est vraiment primordial, là, comme je l'ai dit tantôt, tu sais, cette maladie-là va entraîner beaucoup d'inflammation puis une accumulation de mucus. Puis on le sait que les bactéries, ils aiment ça, le mucus, puis ils vont proliférer, ils vont vont se reproduire là-dedans, puis éventuellement, quand la quantité de bactéries augmente, ben, ça finit par causer de la surinfection, puis là, on a besoin d'antibiotiques. Fait que, afin de prévenir cette accumulation-là, puis cette prolifération-là de bactéries, ben, c'est très utile de dégager les bronches, de sortir, le méchant, là, si on veut. Fait que ça a été démontré là, comme aidant à réduire la fréquence des surinfections, puis le besoin d'avoir recours aux antibiotiques. Puis ça améliore aussi la qualité de vie. Tu sais, ce que je dis souvent à mes patients, c'est: «Je serai probablement pas capable d'abolir complètement votre toux, puis en quelque sorte, tu sais, c'est important d'être capable de tousser et d'expectorer pour justement sortir toutes ces sécrétions. Mais en imbriquant dans la routine une de ces techniques-là, ben, au moins vous allez être en contrôle de quand est-ce que vous allez tousser. Tu sais, vous allez faire votre session, exemple, le matin après, vous êtes levé, vous allez dégager les bronches, puis là, pendant une bonne partie de la journée, ben, il y aura plus d'encombrement, puis il y aura pas de toux. Fait que c'est souvent comme ça que je l'approche puis que je l'explique là, à mes patients. Fait que je vais vous parler un petit peu plus en détail de ces 3 techniques-là. Les autres, j'en parlerai pas dans le détail, mais sachez que c'est d'autres techniques qui existent, là. Fait que la physiothérapie conventionnelle, en fait, c'est, ce qu'on appelle le clapping, là, fait que pas mal tout le monde a déjà, entendu parler de ça. Je pense qu'à cause de la fibrose kystique, ça avait quand même été un peu, publicisé, là, puis quand il y a des films aussi, là, dans lesquels il y a des patients qui ont cette maladie-là, souvent on va voir cette technique-là. Fait qu'en fait, ça va utiliser plusieurs principes, là. D'abord, tu sais, la gravité, fait qu'il y a une question de posture là-dedans. Puis ensuite, ça, utilise des principes de percussion, et aussi de vibration. Puis tout ça, ça va aller jouer sur les caractéristiques des sécrétions, là, puis changer, tu sais, à quel point, c'est visqueux, épais, puis ça va aider à décoller, là, les sécrétions. Fait qu'on parle des fois aussi du principe de la bouteille de ketchup, là. Fait que comme vous voyez sur ma petite, illustration là, ben, on va positionner le patient, pour avoir, l'effet de la gravité pour nous aider à sortir les sécrétions. Puis après ça, ben, avec diverses techniques, on va aller, percuter là, au niveau du thorax. Puis ça va entraîner là aussi des vibrations qui vont aider à décoller, le mucus. Donc, il y a des techniques, manuelles là, mais il y a aussi des percuteurs, mécaniques. Fait que souvent, on va voir là, le clapping, avec la percussion manuelle. Fait que ça, c'est le positionnement idéal là, de la main. Puis on voit ici là, quelqu'un qui est en train de faire, une session. Puis, ici à l'extrémité là, de la diapositive, on voit dans le fond un exemple de percuteur, mécanique. Fait que ça a des avantages, là, cette technique-là. Ça permet de cibler, tu sais, certains segments, au niveau de la cage thoracique. Par contre, on peut généralement pas faire ça seul, du moins pas partout, là, au niveau du thorax. Puis c'est quand même assez, agressif, là, dans le sens où, les patients, là, qui auraient des douleurs, par exemple, ou qui ont tendance à cracher du sang, tu sais, c'est pas une technique qu'on va recommander, là, parce que ça pourrait, là, empirer, là, tout ça. Ça demande un enseignement. En fait, toutes ces techniques-là demandent aussi un bon enseignement. Ici, je vous montre, quelques dispositifs qu'on appelle, PEP. PEP, ça veut dire pression expiratoire positive. Donc dans le fond, il faut comprendre que quand on vide nos poumons, ben, plus on vide les poumons, tu sais, plus nos voies respiratoires vont s'affaisser. OK? Ça, c'est normal, c'est à cause du jeu de pression là, tu sais, entre la pression extrathoracique, donc à l'extérieur de notre cage thoracique, puis celle à l'intérieur.
Puis ces dispositifs-là, dans le fond, ils vont aider à ce qu'il y ait moins d'affaissement de nos voies respiratoires. Fait que ça va mettre une petite pression, positive là, quand on vide les poumons, puis ça va empêcher nos voies respiratoires de s'affaisser. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça permet là, encore là, de bouger les sécrétions puis d'avoir plus de facilité après là, à les sortir. Fait qu'il y en a plusieurs, là, je vous les ai nommés là, Astropep, Therapep, Peripep, Paripep, Sprint, là, qui sont, un petit peu dans l'ordre ici. Hem, Ça aussi, tu sais, c'est préférable d'avoir un enseignement vraiment avec, une physio ou un allo formé, parce que ça demande d'être ajusté, là. Dans le fond, je sais pas si vous voyez sur les images, mais exemple sur celle-ci, là, on voit des petits trous. Mais en fait, ces petits trous-là, on va les aligner, puis dépendamment de la grosseur du trou, ben, la pression qui va être ressentie va être différente. Puis ça, ben, c'est différent pour chaque patient. Fait que c'est pour ça qu'il faut l'ajuster avec un manomètre, là, donc un appareil qui permet de mesurer la pression. Puis une fois qu'il est ajusté, là, habituellement, on est bon pour un bout, mais c'est ça, il faut l'ajuster là, dans un premier temps, puis il faut qu'on nous montre aussi, tu sais, comment respirer là, à l'intérieur de l'appareil, puis ensuite de ça, comment avoir une toux efficace. Puis finalement, je vous montre, des, dispositifs PEP, donc encore avec pression expiratoire positive, mais dans lesquels il y a aussi une composante de vibration, donc d'oscillation. Fait qu'ici, c'est le flotteur. Il a l'air d'une petite pipe, fait que c'est une grosse bille, en fait, de métal, là, à l'intérieur. Puis quand on va souffler par l'embouchure ici, ben, ça va vibrer. Ici, c'est l'acapella ou acapella choice, fait qu'il y a certains hôpitaux, où c'est celui-là, là, qui est fourni aux patients. À l'intérieur, en fait, c'est une bandelette là, de plastique là, qui va osciller, encore une fois, quand on souffle là, à l'intérieur. Puis, au bout, ça tourne, là, puis qu'on peut ajuster aussi là, le degré de difficulté de résistance. Le cornet, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années, là, fait que je pense que c'est plus vraiment sur le marché, ou du moins on ne l'utilise pas vraiment. Puis l'aérobika, il est assez fréquemment utilisé, du moins à Sherbrooke, là, c'est un des moins dispendieux, puis, je pense un des plus faciles aussi là, à utiliser là, pour les patients. Puis, on a des bonnes études aussi là, qui ont montré que c'était efficace là, pour la réduction là, des surinfections puis l'amélioration de la qualité de vie. Fait qu'un peu le même principe là, que le verre ici, là, la Capella. C'est une petite bandelette là, à l'intérieur qui va vibrer quand on souffle par le bec. Puis ici, il y a une petite languette qui nous permet là, d'ajuster le degré de difficulté. Hem, Fait que c'est vraiment primordial là, tu sais, moindrement, que les gens ont de la toux au quotidien avec des sécrétions, c'est important d'intégrer ça dans la routine. C'est sûr que ça prend du temps. Des fois, les gens aimeraient mieux qu'on ait une baguette magique ou une pilule miracle, là, mais c'est vraiment efficace quand c'est fait assidûment et quand c'est bien fait. Fait que souvent, les gens, ils me reviennent en disant: «Ça marche pas, docteur Bergeron». Finalement, ben, je le laisse sur mon comptoir de cuisine, puis, il est en train de prendre l'humidité là. Mais souvent, je m'aperçois que c'est parce que, c'était pas fait de la bonne façon, OK? Mais quand on prend le temps de l'enseigner comme il faut, c'est généralement efficace. Fait que souvent, moi, je dis à mes patients: «Amenez-le avec vous, on va le regarder ensemble». Comme je disais, je suis pas physiothérapeute. Idéalement, tu sais, ça serait d'avoir des ressources, là, en clinique ou par le CLSC pour qu'il y ait un enseignement de fait à chacun de nos patients, là, mais on n'a pas toujours accès à ça. Puis si les gens sont hospitalisés aussi, par exemple, là, pour des surinfections, souvent, j'en profite pour demander à la physiothérapeute de passer, refaire un enseignement, puis on arrive comme ça à optimiser ce traitement-là. Hem Ensuite de ça, ben, si tout ça, ce n'est pas suffisant, puis que malgré ça, ben, il y a encore beaucoup de toux, on est encombré, les sécrétions sont difficiles à sortir, mais ce qu'on peut utiliser, c'est, ce qu'on appelle des mucolytiques. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est des médicaments qui vont rendre les sécrétions plus fluides, fait que plus liquides. On va utiliser, en fait, de l'eau saline. Fait que c'est pas, vraiment un médicament, là, c'est de l'eau puis du sel. 0,9 c'est la concentration de base là, qui équivaut à peu près la concentration de sel qu'on a là aussi au niveau sanguin. Fait que déjà avec cette concentration-là, on va humidifier puis éclaircir un petit peu les sécrétions, puis ça va être plus difficile de les expectorer. Mais si c'est pas suffisant, ce qu'on peut faire, c'est donner des concentrations plus fortes. Fait qu'on peut aller jusqu'à du 3 5 7 même. Et donc plus la concentration en sel est élevée, plus ça va attirer l'eau à l'intérieur, là, des bronches. Puis, en attirant l'eau, ben, on va se trouver à rendre les sécrétions beaucoup plus liquides, là. Fait que ça,
c'est utile. Ça a aussi été démontré comme étant efficace là, pour réduire la fréquence des surinfections, mais encore faut-il que ça soit combiné avec une bonne technique de dégagement. Là. Fait que de faire ça, si après ça, on ne fait pas de toilette bronchique, là, comme l'aérobika ou un autre dispositif, ben, ça ne sert pas à grand-chose là, parce qu'on va avoir rendu les sécrétions plus fluides, mais on ne les sortira pas de nos bronches. Puis les autres traitements, c'est plus au cas par cas ou pour des maladies plus avancées ou plus sévères, là. Fait que, plusieurs d'entre vous peut-être avez des pompes, là, donc des médicaments qui vont servir à ouvrir les bronches ou même des anti-inflammatoires, là, des corticostéroïdes inhalés. Fait que ça, en fait, c'est pas recommandé chez tous nos patients. C'est vraiment dans certaines situations seulement, des gens qui ont des atteintes au niveau de leur test de fonction respiratoire ou des gens que, on pense qu'il y a aussi de l'asthme, là, par exemple. À ce moment-là, on va essayer les pompes. Euh, on a de plus en plus de données avec la réadaptation pulmonaire. Fait que pendant longtemps, la réadaptation, tu sais, c'était surtout nos patients avec emphysème, là, MPOC. Mais il y a de plus en plus de données pour les patients aussi là, avec des bronchiectasies. Euh, Fait que il y a toutes sortes de programmes qui existent, là, dépendamment dans quelle région vous êtes, là. Il y a des programmes même de téléréadaptation, donc des programmes en virtuel là, où si vous allez être coaché par une allo-kinésiologue, puis un pneumologue généralement qui chapeaute tout ça. Puis des programmes qui peuvent s'étendre là, de quelques semaines jusqu'à 12 semaines là, en général. Euh, Dans les autres traitements, ben, il y a un petit médicament qu'on appelle azithromycine. Ça non plus, c'est pas pour tous les patients. Azithromycine, en fait, c'est un antibiotique, mais dans le traitement de la bronchiectasie, souvent, nous, on va l'utiliser plus encore là en prévention des surinfections. Fait que, on sait qu'il y a un petit effet anti-inflammatoire, donc on va aller calmer l'inflammation avec cet antibiotique-là, puis on va aider là, à prévenir les surinfections. Fait que c'est vraiment pour nos patients là, qui font des exacerbations des surinfections plusieurs fois par année. Fait que plus de 2 exacerbations ou 3 et plus, là, à ce moment-là, on a une indication. Certains patients qui ont des bactéries aussi là, plus résistantes, là, des fois, on peut le considérer. Euh, Certains patients vont le prendre 3 fois par semaine, d'autres à tous les jours, là, fait que les doses varient un petit peu. Euh, mais c'est ça, c'est un autre outil là, qu'on a dans notre arsenal. Euh, il y a quelques contre-indications, fait que des fois, ça nous limite un peu. C'est un médicament qui peut causer des effets secondaires au niveau de la digestion, là, surtout des diarrhées. Ça peut causer une perte auditive, fait que c'est sûr que des gens qui ont déjà une surdité, ben, on fait attention. Des fois, c'est une discussion à avoir avec votre médecin, savoir est-ce qu'on prend le risque ou pas. Il faut peser ensemble les pour et les contre. Puis on peut faire un audiogramme, là, donc évaluer l'audition avant de commencer le médicament, là, si on a un doute, puis pour avoir aussi un examen de base. L'autre chose, c'est qu'il faut vérifier, être sûr que notre patient n'a pas d'arythmie. Fait que souvent, on va faire, ben pas souvent, là, on va faire un électrocardiogramme de base là, pour être sûr qu'il n'y a pas de risque à débuter la médication. Puis on veut aussi exclure là, la présence de ce qu'on appelle une mycobactérie, parce que cette mycobactérie-là, si jamais on veut la traiter, ben, c'est un des médicaments qui fait partie là, du traitement. Fait qu'en l'utilisant de façon chronique, on pourrait la rendre résistante, là. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment là, au cas par cas. Puis enfin, ben, c'est ça, il faut traiter les surinfections, les exacerbations. Il ne faut pas trop attendre avant de les traiter. Parce que, dans le fond, comme je l'ai dit en début de présentation, la bronchiectasie, c'est une maladie qui est irréversible. Puis, bon, une fois qu'elles sont là, elles sont là. Mais si on refait des surinfections à répétition, ben, il pourrait y avoir davantage de bronchiectasie ou celles qui sont déjà là pourraient devenir plus sévères. Puis on veut pas ça. Fait que moi, je dis toujours à mes patients, tu sais, si vous avez un petit virus, c'est juste le nez qui coule, on tousse un peu, ça s'améliore en dedans de 48-72 heures, ça va, tu sais, on peut surveiller, mais moindrement que la toux augmente, les sécrétions augmentent en quantité, la couleur change, il y a des filets de sang, on fait de la fièvre. Là, il faut rapidement contacter son médecin pour traiter la surinfection. Et c'est une durée de traitement qui est plus longue là, que pour une exacerbation de MPOC ou pour une pneumonie standard, là. Fait qu'on traite en général 14 jours, des fois 10, quand vraiment là, ça répond bien au traitement, puis que après une semaine, là, on est déjà presque de retour à notre normal, là.
Fait que ça, je le mentionne parce que des fois, justement, là, à cause de confondants, puis de gens, des fois, qui sont étiquetés comme ayant la MPOC alors que leur maladie, c'est la bronchiectasie, ben les choix d'antibiotiques puis la durée du traitement n'est pas toujours appropriée, là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Ensuite de ça, ben, il y a aussi certains antibiotiques qu'on peut utiliser en inhalation. Encore là, c'est des cas très particuliers, là, surtout des gens qui ont, une bactérie dans leurs poumons qu'on appelle Pseudomonas. Hem, on utilise beaucoup un antibiotique qui s'appelle la tobramycine. Sinon, il y a aussi la colimycine, là, qu'on peut utiliser. C'est ceux, auxquels on a accès, là, au Québec. C'est quand même, comment dire? C'est quand même lourd là, dans une routine là, d'intégrer ça. Fait que encore là, c'est du cas par cas, mais ça peut faire une grosse différence là, dans la vie des patients. Mais je vous dirais, tu sais, qu'en général, il faut compter 30 minutes là, matin et soir pour faire ces traitements-là. Ça prend du matériel aussi, là, un compresseur, un nébuliseur. Parce que dans le fond, ce qu'on va mettre, c'est un antibiotique qui est sous forme liquide, mais on va, avec le compresseur là, et le nébuliseur, transformer ce liquide-là en petites particules en aérosol là, que le patient va inhaler, là, va respirer. Hem, Sinon, la chirurgie, c'est vraiment pour des cas, très particuliers, là. Exemple, quelqu'un qui aurait fait une tuberculose, qui a juste une atteinte, dans le haut de son poumon gauche. C'est toujours là qu'il y a de la surinfection. Ben, ça peut arriver qu'on envisage d'aller enlever cette portion de poumon-là. Puis là, ben, en enlevant, dans le fond, le poumon malade, s'il y a pas d'atteinte ailleurs, on s'attend à ce que le patient aille beaucoup mieux. Fait que c'est vraiment pas la majorité des cas là, auxquels ça se prête, mais ça peut, vraiment aider là, dans certaines situations. Puis finalement, j'ai mis, nouveauté parce qu'il y a quand même beaucoup de recherches qui se fait là, présentement en bronchiectasie. Il y a un chercheur, James Chalmers là, qui est beaucoup là-dedans dans les dernières années. Puis là, dans le fond, on explore beaucoup, tout ce qui est inflammation. Fait qu'on pense que l'inflammation joue un rôle très, très important là, en bronchiectasie. Donc, on étudie là, des petites molécules qui sont des médicaments qui se prennent par la bouche, puis qui vont, agir là, au niveau là, de toute la cascade inflammatoire. Fait qu'il y en a un, là, l'inhibiteur de DPP1 qui s'appelle brensocatib. Fait que celui-là, on a, des études là, qui ont été publiées là, au courant de la dernière année. Puis même maintenant, c'est un médicament qui est approuvé là, par la FDA aux États-Unis. On n'a pas encore accès là, ici au Canada. On attend un petit peu, l'avis de Santé Canada et de l'INES là, qui sont les organismes, dans le fond, qui évaluent ça, là, les bénéfices, les coûts, mais c'est comme en processus, là. Fait que ça s'en vient. Ça a quand même montré dans les études, ce médicament-là, une diminution des surinfections. Fait qu'ils ont comparé, là, des gens sous médicaments, versus des gens qui prenaient un placebo. On ne savait pas évidemment, là, qui était dans quel groupe, puis ce qu'on a montré, là, c'est une diminution, annuelle, là, de 21 des exacerbations. Fait que c'est quand même significatif. Puis on rallongeait le temps aussi avant la prochaine, surinfection. Hem, Ce qu'on notait aussi dans ces études-là, c'est que la fonction respiratoire, donc le fameux test de spirométrie, ben, il se stabilisait plus longtemps, donc ça progressait moins rapidement là, la maladie. Ceci dit, bon, c'est encore tout frais, on n'a pas encore beaucoup de recul, fait que ça va prendre des études de plus longue durée puis de plus grande envergure là, pour savoir un petit peu ça va être quoi la place de ce médicament-là, mais ça s'en vient. Puis il y a d'autres études en cours là, avec les inhibiteurs de la catepsine, fait que c'est un peu le même genre de médicament, mais qui agit pas tout à fait au même endroit là, dans la cascade d'inflammation. Fait que ça, c'est en cours. On recrute là, actuellement, au Québec, là, en particulier à Sherbrooke. Fait que si jamais, vous avez de l'intérêt, ben, vous pouvez trouver l'information en ligne ou m'en reparler, là. Fait que ça fait pas mal le tour pour les traitements. Puis je voulais pas me lancer aujourd'hui dans les traitements, de toutes les maladies sous-jacentes possibles, là, mais comme je l'ai dit en début, de section, là, c'est à ne pas oublier, là, également. Hem,
Fait que ça faisait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire. Avec en conclusion, je pense qu'on peut retenir que la bronchiectasie, c'est une maladie qui est très, variée, hein, hétérogène. Hem, les symptômes peuvent différer d'une personne à l'autre, étant donné que les causes sont, différentes d'une personne à l'autre, mais ça fait en sorte que des fois le diagnostic là, il est retardé ou parfois il est même manqué. Malheureusement, les dommages qui sont causés par cette maladie-là sont irréversibles, donc très important justement d'essayer de la détecter rapidement, puis de ne pas manquer le diagnostic. Puis en termes de traitement, bon, on l'a vu, il y en a plusieurs qui sont disponibles. Malheureusement, aucun n'est curatif, tu sais, on n'est pas capable de guérir la maladie, mais le but, c'est vraiment de prévenir que ça progresse, d'améliorer la qualité de vie de nos patients, puis, réduire le plus possible l'inflammation puis la fréquence des surinfections pour que, ben, on minimise là, les dommages, supplémentaires. Puis finalement, ben, il y a des études en cours, fait qu'on s'attend à ce que les traitements changent, au courant des prochaines années. Puis, j'espère bien que ça va se rendre jusqu'à nous, puis, que ça va être efficace. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'ai des références ici si jamais il y en a qui veulent prendre ça en note.